Salam Aziz. Bonsoir Henri. Sofiane, Jean-Michel. Bon, on va donc entamer notre webinaire qui est intitulé Démarche de diagnostic électrique plutôt, pardon, c'est pas électronique parce que il y a une différence. Bien sûr, tout un autre projet concernant le diagnostic électronique. Là, c'est en 6 étapes. Par contre, pour l'électronique, ça sera autre chose. Peut-être ça sera 6 ou peut-être ça sera 8. Je laisse ça comme point d'interrogation pour la prochaine fois. Parce que je vous rappelle que nous sommes toujours dans la première partie du programme DEEA, Diagnostic électrique et électronique automobile. Donc, nous sommes dans la partie du diagnostic concernant les pannes électriques et nous sommes à la fin de cette partie. Dans les prochains webinaires, Inch'Allah, on va entamer donc le diagnostic électronique. Donc voilà. Et ce webinaire, ça sera comme un résumé de ce qu'on a fait auparavant dans cette première partie du diagnostic électrique. Donc il résume tout. On va vous proposer une démarche de diagnostic, une méthode, une méthodologie à suivre lors de vos travaux quotidiens de recherche de panne sur des pannes de type électrique. Alors, l'objectif de ce webinaire, il faut savoir donc qu'une bonne démarche de diagnostic en plusieurs étapes apporte beaucoup de bonnes choses aux techniciens. C'est ce que nous allons voir donc dans la suite de cette présentation. Je vous prie donc de vérifier si vous avez reçu le contenu de ce webinaire en PDF et vous me confirmez la réception. On va voir ensemble donc les 6 étapes d'un diagnostic électrique. C'est une démarche de recherche de panne à utiliser couramment dans vos exercices de ce métier, notamment dans la recherche de panne du type électrique. Alors, commençons par poser la question. Qu'est-ce que le diagnostic? Ça veut dire quoi le mot diagnostic? Si je pose cette question, c'est d'une façon générale. Parce que la recherche de panne, la recherche des anomalies, ça veut dire, c'est ça. Ce qui veut dire, c'est le diagnostic. Alors, d'une façon générale, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça donne comme définition, ce mot-là? Alors, comme réponse, le diagnostic donc, est la suite d'opérations qui mènent à l'identification de l'origine d'une défaillance d'un problème ou d'une maladie qui permet donc d'y remédier. C'est ça la définition d'une façon générale. J'ai dit d'une façon générale, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de types de diagnostics, on verra ça après. Là, je continue à poser une autre question. Comment faisons cela? Alors, comment ça se passe? C'est à partir donc des informations que l'on a pu récolter grâce aux différentes procédures et méthodes de contrôle dont on dispose. Alors, nous identifierons la cause de la panne grâce aux symptômes occasionnés. Voilà, donc, c'est en partant des symptômes et on va déterminer donc les causes qui causent la panne. Je mets un trait sur ce qu'on appelle le mot la cause. Donc, en conclusion, c'est à partir donc des symptômes, on détermine l'origine de la panne. D'après cette définition, on comprend bien que le principal objectif d'un diagnostic est de déterminer l'origine d'un problème le plus efficacement possible. Pour arriver à cela, pour réaliser cette tâche-là, il faut donc ce qu'on appelle une procédure. Alors, pour ce qui est de la procédure, pour effectuer un diagnostic, chaque corps de métier dispose d'outils. Quand un jardinier, par exemple,
doit trouver pourquoi une de ses plantes favorites perd tout à fait mystérieusement ses feuilles. Peut-être qu'un médecin plutôt doit identifier la maladie que son patient contracte ou qu'un technicien aussi, diagnostiqueur automobile, doit trouver l'origine de la panne. Alors là, la procédure utilisée malgré ce que vous pensez est toujours la même. C'est cette façon donc de raisonner que nous allons vous dévoiler pour vous aider à avancer en vous proposant une démarche de diagnostic en 6 étapes. Donc, 6 étapes à suivre. Maintenant, voyons pourquoi nous vous conseillons de suivre une démarche de diagnostic en étapes. Il faut savoir qu'une bonne démarche de diagnostic en plusieurs étapes apporte donc beaucoup d'avantages et de bonnes choses. La première des choses, c'est le gain de temps. Il y a un gain de temps important. Un bon diagnostic basé sur une méthode logique et sur l'expérience peut prendre un certain temps, mais il nous en fait gagner beaucoup. Parce qu'il est très facile lorsqu'un système présente un dysfonctionnement de suivre son instinct et de se rier sur c'est ici pour démonter l'élément que l'on croit défectueux, et c'est avant même d'avoir réfléchi sur une architecture du système qui est en question, sur son mode de fonctionnement aussi. Alors, dans la majorité des cas, on se rend compte que l'élément incriminé ne présente aucun dysfonctionnement et que le temps passé à démonter, c'était du temps perdu. Autre chose, la protection du système situé en périphérie. Plus on démonte, plus le risque de provoquer des pannes collatérales augmente aussi. Alors, n'oublions pas que plus la technologie avance, surtout aujourd'hui avec la nouvelle technologie appliquée à l'automobile d'aujourd'hui, et plus les systèmes communiquent entre eux. Si on touche un système, on pourra forcément toucher un autre. Il faut donc comprendre la liaison entre les différents systèmes, intersystèmes. La satisfaction du client. Au plus tôt le problème est localisé, au plus tôt le système est remis en fonction. Le propriétaire récupère donc plus vite son véhicule. Il y a ici un gain de temps, satisfaction, il sera satisfait, il sera content. Il ne reviendra plus pour la même panne puisque le problème a été résolu à la base, dès sa racine. Donc, souvenez-vous de cette expression, puisque l'expression dont je parle, donc il ne reviendra plus pour la même panne puisque le problème a été résolu à la base. Donc, souvenez-vous de cette expression parce que vous allez le constater dans une vidéo que je vais donc vous faire visionner à l'issue de ce webinaire. Je vous ai donc préparé une très très belle vidéo qui résume tout ce que nous allons voir maintenant. Bien sûr, gain de temps, cela veut dire aussi gain d'argent. Un bon diagnostic, évidemment, il fait gagner de l'argent parce qu'il élimine tous les frais dus à un mauvais diagnostic, le temps donc de réparation et le risque de provoquer des pannes collatérales, les deux diminuent à la fois. La démarche de diagnostic en étapes nous permettra donc de distinguer les causes des conséquences. En effet, le diagnostic va nous apprendre à différencier les causes et les conséquences d'un problème. Comme dit précédemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différents systèmes communiquent de plus en plus entre eux. Il se peut que le problème observé n'a aucun lien direct avec sa cause. Maintenant, voyons la comparaison entre méthode hasardeuse et une méthode d'une démarche logique en plusieurs étapes. Ici, nous avons 6 étapes. D'un côté, une méthode hasardeuse donc, nous oblige à échanger les pièces inutiles, aussi à demander les avis des collègues, ne pas savoir ce que l'on cherche exactement, ne pas utiliser la documentation. Cette méthode hasardeuse aussi, faire une suite de contrôle, nous oblige donc à faire suite de contrôle sans aucune relation. Souvent, on répare la panne sans en connaître la cause.
Par contre, une démarche en étape, suite d'étapes logiques nous aide à en savoir le plus possible sur l'incident. Savoir utiliser aussi la documentation, elle nous simplifie le schéma électrique, elle nous simplifie aussi les contrôles, elle nous aide à rechercher la cause de la panne. Et c'est tout ça. Je mets toujours une ligne ou deux lignes sous le mot cause de la panne. Comme elle nous aide aussi à contrôler les systèmes après intervention. Donc, la méthode de recherche de panne logique en suivant une démarche de diagnostic en plusieurs étapes, c'est rassurant pour moi en tant que technicien et pour le client aussi parce que ça se termine par une vérification. Alors, les 6 étapes donc du diagnostic, c'est la méthode désignée par NALDRV. Ces lettres-là désignent les initiales de cette méthode, donc des 6 étapes. Telles sont, en premier lieu, on doit noter les symptômes. En deuxième position, on analyse les données. La troisième étape, c'est localiser la panne. La quatrième, c'est déterminer et éliminer la cause. Et la cinquième, remédier à la panne, c'est-à-dire réparer. Et la dernière, c'est la vérification de la réparation. Cette démarche est à mémoriser puis à utiliser chaque fois que vous devez faire un diagnostic sur un système électrique, quel qu'il soit. Donc, elle est spécifique au système électrique, pas électronique pour le moment. Pour l'électronique, on verra ça après. Il faut donc suivre l'ordre de 6 étapes dont je vais vous détailler une par une et surtout ne pas en ignorer ou en oublier. Alors, commençons par la première étape qui est noter les symptômes. Cette étape est celle de base parce qu'elle va vous permettre donc de débuter la recherche du défaut avec un maximum d'informations et de prendre connaissance du problème. C'est parce que c'est dans laquelle que vous identifiez le client et en même temps aussi le véhicule. C'est là où vous pouvez avoir une idée sur la nature de la panne. Il est donc très important de constater le défaut, la panne avec le client parce qu'il est la seule personne qui peut donc vraiment vous expliquer pourquoi a ramené son véhicule chez vous. Je dois donc vous conseiller qu'ici les formules de politesse, surtout ça, sont primordiales, sont très très importantes. Un bonjour bien senti, avec un sourire radieux, ou tout simplement un petit geste, si vous êtes occupé, est toujours le bienvenu. Si vous êtes occupé, vous dites voilà, excusez-moi une seconde s'il vous plaît, vous devez être gentil avec votre client. C'est votre raison d'être déjà. Je vous rappelle aussi que la personne devant vous n'a peut-être aucune connaissance en mécanique, pas forcément que votre client soit un connaisseur dans ce domaine, surtout en électricité ou tout autre domaine technique. Alors, ce que je vous conseille, c'est que vous soyez donc plus clair dans vos propos et essayez au maximum de poser des questions précises. Essayez donc de filtrer les informations. Alors, vous continuez donc par prendre connaissance des informations de la part du client pour savoir si le problème existe réellement, parce que des fois il n'existe pas, mais il va vous dire qu'il a subi un problème, mais ce problème, il peut ne pas exister. Est-ce que le problème est permanent ou intermittent? Ça, c'est très important aussi, parce que chaque type de problème, soit permanent ou intermittent, il doit suivre une procédure différente de recherche de panne. Est-il possible donc de répéter le problème sur place? Si oui, ça sera bénéfique pour vous. Vous avez de la chance donc de le voir. Sinon, vous devez faire d'autres recherches. Essayez à ce stade donc d'identifier la panne. Il faut lui demander pour quel dysfonctionnement il est venu vous voir. Et il faut aussi possible reproduire le défaut et reformuler la plainte du client, c'est-à-dire qu'il a raison. Il faut connaître les circonstances d'apparition de la panne et donc lui demander depuis quand et à quelle fréquence
dans quelles conditions, par exemple, température moteur, température de l'extérieur, la charge du véhicule, circulation, à quelle vitesse d'utilisation. Vous devez donc constater surtout ce qui ne marche pas, mais aussi ce qui fonctionne correctement. Donc, vous ne concentrez pas uniquement sur la panne, mais il faut mettre toujours dans la tête que vous cherchez aussi les choses qui fonctionnent. Ça va vous aider à trouver votre problème. Maintenant, vous analysez les données. Analysez les données pour bien définir la panne. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une documentation bien détaillée, notamment le schéma électrique. Il est donc normal que vous rassemblez un maximum d'indications sur le problème. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une documentation bien détaillée. Il vous faudra donc, comme je l'ai dit, le schéma. Il est donc normal que vous rassemblez toutes les informations qui peuvent vous aider à déceler la panne. Commencez par une vérification préliminaire des points importants, comme par exemple localiser le circuit concerné par le fusible, contrôler l'alimentation à 12 volts, la masse, le fusible, les conducteurs électriques, tout le faisceau et les connexions électriques aussi. Vous vérifiez la continuité, l'isolement, les chiffres de tension, les contacteurs, les interrupteurs aussi. Contrôler le boîtier de commande. Je ne parle pas des calculateurs électroniques là, parce que nous sommes dans des circuits simples. Il n'y a pas c'est pas un circuit électronique géré par un calculateur électronique. Contrôler aussi les entrées, sorties, contrôler le moteur, les mécanismes, l'état de connexion et la liaison entre les différents éléments, etc. La liste, elle n'est pas vraiment complète. Remarquez bien ici que c'est dans cette phase que vous allez vous impliquer trop dans la recherche de la panne du véhicule en panne. Grâce à cette recherche, donc, vous pouvez déjà éclaircir vos idées et éliminer certaines possibilités de panne ou vous orienter vers d'autres. Donc, dans cette recherche-là, vous pouvez vous orienter soit sur la panne elle-même si vous l'avez trouvée, sinon vous allez continuer à poursuivre votre recherche jusqu'à vous trouver la panne. Généralement, la panne, elle peut se trouver entre le consommateur et la source de tension, ou au niveau du consommateur lui-même, ou dans le câblage aussi. Dans le câblage, généralement, vous allez chercher s'il s'agit d'une coupure ou un court-circuit ou une résistance excessive. Vous cherchez aussi dans votre circuit s'il y a une chute de tension. Est-ce un composant comme le consommateur, soit une ampoule ou un moteur qui est défectueux, ou peut-être bien ce qu'on appelle les consommateurs cachés. Les consommateurs cachés, c'est quand vous éteignez votre voiture et le lendemain, vous allez essayer de la redémarrer, vous trouverez la batterie à plat. Peut-être bien que vous avez, ce n'est pas vous, mais c'est un défaut, c'est une panne qui peut arriver souvent. Par advertance, vous avez une ampoule qui est de boîte à gants, ou peut-être bien du coffre qui est resté allumé, comme exemple. Il peut donc faire chuter votre batterie. Alors, tous ces contrôles préliminaires font appel à un savoir et de l'expérience de chacun. Donc, ça va venir avec vous. Vous êtes déjà en période d'études. Alors, dans le temps, vous allez, quand vous faites vos stages et vous exercez votre métier, vous allez être habitué à cette tâche-là. Maintenant, voyons l'étape suivante qui est localiser la panne. C'est la panne, la troisième étape. L'objectif, donc, ici, est de trouver l'endroit où la panne a pris naissance. Et il faut à présent contrôler la partie du système que vous suspectez
Ces contrôles sont prévus pour donc identifier formellement et sans aucune ambiguïté la nature du problème. C'est dans cette étape que vous allez donc isoler les différents systèmes les uns des autres. Vous essayez à ce stade donc d'identifier le sous-système défectueux. Si cela est nécessaire pour plus de facilité, vous serez obligé de déposer un sous-système pour être envisagé. Peut-être envisager cette procédure-là. Pour procéder avec logique, pensez à isoler les différents systèmes les uns des autres afin de rendre la compréhension du système défectueux plus simple et de faciliter ainsi l'identification de ce système en question. Cette opération peut être effectuée de deux façons, soit physiquement, en ouvrant des connecteurs, vous débranchez un après l'autre, par exemple, ou peut-être mentalement avec l'utilisation du schéma électrique, c'est que nous allons vous montrer ça. Alors, dans cette étape, vous aurez besoin du schéma et du multimètre pour effectuer ce qu'on appelle la localisation de la panne. Le schéma électrique, alors dans cette étape, comme je vous ai dit, la localisation de la panne, vous devez avoir besoin d'un schéma électrique et du multimètre. Pour le schéma électrique, parce que le schéma électrique vous illustre la composition des circuits, la façon dont les circuits sont alimentés, la circulation du courant dans les éléments du circuit et la façon dont les éléments sont mis à la masse. Ça, c'est très important. Nous allons faire un exemple plus tard pour vous montrer comment tout ça sont liés. Le schéma électrique donc vous facilite la compréhension du système et désigne les points de vérification qui peuvent servir à déceler la panne. Il vous permettra encore de séparer les circuits complexes en circuits plus simples sans avoir à toucher physiquement le véhicule et ensuite d'effectuer certaines opérations de diagnostic mentalement sur le papier sans avoir à utiliser d'équipement. Là, vous avez donc un gain de temps car les contrôles peuvent être longs à effectuer sur le véhicule, en particulier dans les endroits qui sont difficiles à accéder. Pour ce qui est du multimètre, il est utilisé pour vérifier la présence du courant dans les circuits de composants électriques ou électroniques qui les composent. Il nous informe également sur l'état du circuit et de ses composants, mais aussi permet de déterminer si ceci fonctionne convenablement ou pas. Donc, avec le multimètre, on peut mesurer, vérifier les tensions, sachant bien que d'après le schéma électrique, on peut savoir si à ce point-là, nous avons la tension de la batterie. Alors, on peut vérifier la tension, on peut même mesurer aussi la continuité du fil et vérifier l'état du circuit. Dans un circuit électrique, les problèmes peuvent donc se produire en 4 points de ce circuit électrique. Nous avons donc 4 points. Très souvent, en observant un schéma électrique, il est possible donc d'éliminer une bonne partie des circuits complexes et de concentrer notre recherche sur le circuit incriminé qui peut être à la source du problème. Alors, je vous rappelle, dans un circuit électrique, le problème peut donc se produire en 4 points des sous-circuits électriques. Le premier, c'est au niveau du consommateur du courant. Donc, c'est ça le premier cas. Donc, le problème se trouve au niveau du consommateur du courant. Un consommateur du courant peut être bien une lampe, ampoule ou un moteur électrique. Inopérant est généralement le genre le plus facile à isoler. On peut l'isoler facilement parce que le consommateur peut être, quand il est défectueux, il peut exister un problème entre le consommateur et la masse. Il n'est pas alimenté par la masse. Il peut y avoir aussi très peu ou pas de courant qui arrive. Donc, il n'y a que ces deux cas. On peut donc le tester sur place. Le problème se trouve entre le consommateur et la source du courant. En général, si un consommateur de courant d'un sous-circuit électrique est inopérant, commencez le diagnostic à ce consommateur.
Mais encore là, il importe de faire preuve de logique. Par exemple, si un moteur de lave-glace, par exemple, ne fonctionne pas, ne pas commencer le diagnostic en démontant la porte pour accéder au moteur. Pour gagner du temps, commencez par vérifier le commutateur du lave-glace et les autres points plus accessibles entre le commutateur et la source du courant. Ne pas procéder aux opérations qui demandent beaucoup de temps avant d'avoir confirmé que le problème réside dans le moteur. Lorsque plusieurs consommateurs de courant sont inopérants, commencez le diagnostic à la source commune du courant. Certains consommateurs ont la même ligne, donc il faut commencer par la source. On va voir ça dans un exercice, dans une classe virtuelle plus tard, que nous allons voir qu'il y a plusieurs lampes dans l'exercice que je vous ai donné déjà en PDF. Il y a plusieurs lampes qui sont liées par un seul fil. Alors, le troisième point, c'est la panne, elle peut apparaître entre le consommateur et la masse. Ici, des mauvaises mises à la masse entraînent souvent des problèmes dans les circuits électriques des véhicules automobiles. Il importe toujours donc de vérifier si la masse est bonne. Si c'est le cas, le problème peut être entre le consommateur et la source du courant. Parfois, le consommateur du courant est contrôlé par un interrupteur placé à la masse. Le quatrième cas peut être à la source de la tension. Comme dans le cas des consommateurs du courant, sont généralement faciles à diagnostiquer car tous les circuits alimentés par la source du courant seront inopérants. Donc, tout le circuit est en panne. Si rien ne fonctionne, il est facile donc de déduire et de conclure que la batterie est déchargée, que les bandes de la batterie, peut-être bien, sont endommagées. Les câbles de la batterie sont endommagés aussi, que la connexion de la masse de la batterie est défectueuse, ou qu'il existe une mauvaise connexion à la borne positive de jonction du démarreur. Bien que la batterie soit la source du courant, il faut considérer le commutateur d'allumage, les fils fusibles aussi, les coupe-circuits, les commutateurs, les interrupteurs et les épaisseurs aussi comme source de problèmes secondaires. C'est après, qui viennent après la batterie. Maintenant, arriver à la quatrième étape qui est déterminer la cause. L'objectif de cette étape est de trouver l'endroit où la panne a pris naissance. Il faut à présent contrôler la partie du système que vous suspectez. Ces contrôles sont prévus pour identifier formellement et sans aucune ambiguïté la nature des problèmes. Ces différents contrôles vont varier en fonction du système. Donc, si cela est nécessaire et pour plus de facilité, vous serez obligé de déposer ce système pour bien l'analyser. Une fois tous les contrôles effectués, la dépose de ce système faite ou pas, la panne est décédée, donc elle est clairement identifiée. Il faut que les symptômes constatés résultent logiquement de la panne traitée. Aucun doute ne peut subsister dans ce cas. Vous devez avoir constaté l'anomalie et être certain de la cause de celle-ci. N'hésitez surtout pas de reconsulter le schéma électrique et les différentes sources d'informations dont vous disposez. Souvenez-vous bien que c'est l'élément perturbateur qui doit être remplacé et non pas uniquement un élément endommagé à cause de la panne. Donc, souvenez-vous bien de ça. Donc, c'est l'élément perturbateur qui doit être remplacé. Et ce n'est pas uniquement un élément endommagé à cause de la panne. Je répète ici. Pour les schémas électriques, oui, la source, vous pouvez utiliser Autodata Bochit ou INES. Donc, nous utilisons Autodata. L'essentiel que vous aurez une documentation. Maintenant, la cinquième étape qui est remédier à la panne, c'est-à-dire la réparation. Le moment donc est arrivé de remplacer ou réparer l'élément qui provoque la panne du système.
Appliquez-vous au maximum dans le travail à réaliser. N'oubliez pas que la bonne tenue du système dans le temps dépend directement de la qualité et de la propriété avec laquelle vous effectuez votre travail. Le remplacement d'un élément est parfois soumis à une procédure. Vous devez respecter l'ajustage, peut-être le couple, le réglage, des fois paramétrage. N'hésitez donc pas à consulter les différentes ressources d'information dont vous disposez afin de remplacer l'élément selon la procédure prescrite par le constructeur. Le résultat doit être irréprochable, donc que votre réparation soit sûre et fiable. Arrivé à la dernière étape, c'est la vérification de la réparation. Ça, c'est vraiment important. Donc, chaque réparation se termine par une vérification du bon fonctionnement du système remis en état. Un essai routier réalisé et l'absence de dysfonctionnement doit être constatée. Donc, vous allez prendre le véhicule, l'essayer si c'est nécessaire ou en tout cas, c'est pour avoir vérifié, c'est pour l'idée que vous constatez que le dysfonctionnement doit disparaître. C'est la dernière tâche donc du technicien diagnostiqueur qui consiste à s'assurer que la réparation a effectivement éliminé le problème. Cette dernière vérification doit être complète pour éviter les risques d'un retour de votre client. Et ça, c'est très important. Attention donc surtout aux défauts intermittents. Posez-vous toujours la question, est-ce que la réparation a supprimé le problème? Ça, c'est très important. Donc, toujours dans cette étape, après la vérification, vous devez donc remettre ou restituer le véhicule à votre client. Donc, vous allez lui expliquer aussi la réparation en même temps. Il faut lui dire comment le désagrément est arrivé, les causes qui ont fait que le système est tombé en panne, quelle que soit la cause, même due à une erreur de manipulation aussi, il faut lui parler. Le client doit savoir et comprendre pourquoi le système est tombé en panne, ce qui a été fait pour remédier au problème, donc qu'est-ce que vous avez fait pour sa voiture. Rappelez-vous, un client qui se sent bien accueilli, bien encadré et qui est satisfait du travail réalisé est un client heureux et c'est le seul genre de client que vous devez avoir. Ça, c'est un conseil très important puisqu'il y a derrière ce qu'on appelle le bouche à l'oreille. C'est ça la publicité. Il va parler de vous, il va vous ramener un client satisfait que vous ramenez 10 durant sa vie, le minimum. 10 autres clients, c'est-à-dire s'il n'a pas parlé aujourd'hui, il parlera demain ou après une semaine ou un mois ou une année ou deux, il va parler de vous. Donc, il faut penser à ça. Maintenant, on va passer à une analogie avec une visite chez le médecin. Je vais donc vous mettre dans une situation, donc vous êtes le docteur et une dame se présente et vous dit qu'elle a mal à la gorge parce que sa voisine a justement une pharyngite la semaine dernière et elle vous dit qu'elle présente les mêmes symptômes. Alors, docteur, le premier point, la première étape, c'est de noter les symptômes. Vous allez donc écouter votre patiente. Donc, elle vous dit qu'elle espère être soignée aussi rapidement que sa voisine grâce à un nouveau médicament que son médecin lui avait prescrit. Si je vous ai introduit une autre personne qui est sa voisine, parce que derrière là, j'ai un message à transmettre. Pourquoi? Parce que toujours dans notre esprit, on fait une analogie entre ce qui se passe dans les défauts. Par exemple, j'ai reçu un véhicule avant, il a eu le même symptôme, alors je lui fais toujours le même diagnostic et la même réparation.
Et c'est pour ça que j'ai fait une analogie avec une voisine, une autre personne qui a des symptômes qui sont presque la même chose avec votre patiente. Vous lui demandez donc depuis quand elle souffre et si cela arrive souvent. Vous demandez si elle a été donc exposée à des courants d'air ou à des basses températures. Vous consultez le dossier médical, votre encyclopédie qui différencie donc tous les maux de gorge et vous constatez par la suite que vous avez plusieurs symptômes qui peuvent donc causer ce mal à l'aise. Heureusement, elles sont détaillées dans une documentation et vous avez donc les éléments qui vont vous permettre de les différencier. On passe à l'étape suivante qui est analyser les données. Vous prenez sa température, sa tension, vous écoutez son cœur et vous lui demandez de respirer profondément. La température de votre patiente est trop haute, elle a de la fièvre, cela l'étonne parce que sa voisine ne lui avait pas dit qu'elle avait de la fièvre, donc c'est pas la même chose. Et là, c'est le moment de localiser la panne. Vous ne vous arrêtez pas là, ces contrôles préliminaires vous ont bien aidé à cibler la maladie. Il faut à présent être sûr de l'origine de celle-ci. Donc là, vous allez chercher l'origine. Vous lui demandez alors d'ouvrir la bouche pour constater l'inflammation qui s'étend jusqu'au pharynx et vous décidez de lui faire un frottis. Un frottis, c'est un petit prélèvement de cellules afin de déterminer l'origine de son mal de gorge. Alors, le lendemain, vous recevez le résultat de l'analyse. Sans aucun doute, il s'agit d'une pharyngite aiguë. Vous vous rendez compte que le mal de gorge de la dame peut être associé à certains symptômes. Elle vous signale un peu tard qu'elle a éprouvé du malaise plus ou moins intense ces derniers temps. Et là, plus aucun doute, voilà, donc c'est une pharyngite aiguë. Maintenant, ce que vous venez de faire, c'est de déterminer la cause du maladie de votre patiente. Là, vous avez déterminé la cause qui lui a causé ce mal à l'aise, surtout la fièvre. Maintenant, vous passez à la phase remédier à la panne. Donc, vous décidez de remédier à la maladie, mais en connaissance de cause cette fois. Vous lui prescrivez donc des antibiotiques, vous lui conseillez de faire attention à ne pas rester dans les courants d'air, etc. Et comme dernière étape vient l'étape de la vérification de la réparation. Une dizaine de jours plus tard, votre patiente revient vous voir parce que vous lui demandez donc de revenir vous voir après un certain nombre de jours, comme de voir si la situation a bien évolué, si le mal de gorge s'est estompé. Vous pouvez constater que la situation s'est améliorée et que plus aucun symptôme n'est présent. Voilà, donc vous lui dites qu'une fois les antibiotiques terminés, le traitement le sera aussi. Elle souffrait bien de pharyngite aiguë. Vous lui dites que vous vous êtes encore renseigné sur le médicament miracle de sa voisine et que celle-ci est prescrite pour la pharyngite chronique. Cette maladie ne se soigne pas du tout de la même manière que la pharyngite aiguë, puisque les causes ne sont pas les mêmes. Le médicament ne l'aurait pas guéri. Bien au contraire, s'il a pris le médicament identique à celle de sa voisine, à celui de sa voisine, vous lui expliquez donc l'utilité du diagnostic. Ainsi, elle pourra comprendre que vous lui avez fait gagner du temps, de l'argent et qu'elle a été remise sur pied plus rapidement que si elle avait utilisé ce nouveau médicament qui ne convenait pas à son mal. Voilà, donc là, on a très bien compris l'utilité d'une démarche de diagnostic électronique avec cette analogie. En résumé, cette méthode qui se compose donc de 6 étapes, noter les symptômes, analyser les données,
localiser la panne, déterminer, éliminer la cause, remédier à la panne et vérifier la réparation. Donc, pour se souvenir de ces 6 étapes, retenez bien les 6 lettres N-A-L-D-R-V. N-A-L-D-R-V. Maintenant, je vais donc vous faire visionner une très très belle vidéo qui résume tout ce qu'on a fait et elle met l'accent sur cette méthode NALDRV. Donc, il s'agit d'une panne électrique, ce n'est pas une panne électronique. Je vais donc me balancer directement sur la vidéo et on va la voir ensemble et l'analyser aussi ensemble. You must think you're the only one who ever watched a lover run and woke up every morning to the lonely sun and an empty bed. But that's all ancient history. Tonight belongs to you and me. Ça y est, ça recommence, encore en panne. Bon, c'est que ça, je vais au garage, ils vont bien trouver ce que c'est. Voilà, ici, elle a une panne sur la commande des vitres électriques. C'est moi qui vous rappelle. Hein. Oui, c'est pas. Elle se dirige vers un garage. Ah, Madame Leroy, qu'est-ce qui vous amène? Les vitres électriques, apparemment, elles ne fonctionnent plus. En plus, hier, il pleuvait, je ne pouvais pas remonter ma vitre. Et là, c'est le cas, venez voir. Bon, j'arrive tout de suite. Permettez? Oui, en effet. Bon, écoutez, on va vous arranger ça tout de suite. Vous pouvez repasser dans 1 heure? D'accord. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dédé, oui, tu pourras regarder les lève-vitres sur la voiture de Madame Leroy. Tu sais, on a eu le même problème avec la 405 de Monsieur Béranger il y a 15 jours. C'était le boîtier. Remarquez ici, il a demandé donc de réparer la panne, mais en faisant un signe qu'il y avait déjà une panne identique avant. Et voilà, ce que j'ai apprécié dans cette vidéo, elle est très éducative. Il met l'accent sur l'imitation, c'est-à-dire ils ont imité une autre panne précédente. Et ça, c'est pas toujours vrai. Vous allez voir qu'ils vont commettre des fautes et vont corriger ça par la suite. Donc, rappelez-vous, c'est pas toujours la même chose. Si on a le même symptôme, la cause, ça peut être autre chose. Alors, on continue. Le technicien donc commence à diagnostiquer. Dites-moi, vous m'avez réparé les vitres électriques il y a 1 mois. Bonjour, Madame Leroy. Bonjour. Et là, ça recommence à mal fonctionner depuis 1 semaine. Ah bon? Avec ce que j'ai payé la première fois. Franchement, non mais... Je comprends pas. Deux spécialistes se sont penchés sur un problème, disons, d'anomalie de fonctionnement.
L'un a échoué, l'autre a réussi. Pourquoi? Étudions la stratégie utilisée par le médecin. Bonjour madame, asseyez-vous. Dites donc, je suis passé devant votre boutique ce matin. Ça a l'air d'aller pour vous. Dans un premier temps, il établit le dialogue pour obtenir le maximum de données. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Et ben voilà, j'ai souvent mal à la tête et aujourd'hui c'est horrible. D'habitude, je prends un comprimé et ça passe. Mais là, ça revient régulièrement. Dans une deuxième étape, il accumule les données et les analyse au fur et à mesure. Normal. Dans un troisième temps, il localise le problème pathologique. Ah, vous avez une tension plutôt élevée. Vous avez déjà eu ce genre de problème? Non, jamais, docteur. Pour déterminer la cause du problème, il continue les recherches. Non. Vous faites du sport, de l'exercice? Oui, assez régulièrement. Avec mon mari, on a l'habitude de faire de grandes randonnées pendant le week-end. Vous dormez bien? Le médecin accumule les points positifs, autant de directions dans lesquelles il ne sert à rien de poursuivre l'enquête. Au point de vue nutrition, vous prenez des repas équilibrés, à des heures régulières? Ah oui. Je fais très attention à ça. Quatrième étape, le médecin détermine la cause du problème, en fait de la panne. Ah, attention, le café à haute dose... Bon. Alors, vous allez d'abord freiner votre consommation de café. Il élimine ainsi la cause du problème pathologique de la patiente. Dans un cinquième temps, c'est au problème lui-même qu'il apporte un remède. Et puis, je vais vous donner un médicament pour faire baisser la tension. Voilà, vous allez prendre pendant 8 jours. Enfin, sixième étape, il vérifie le bon fonctionnement du système. Voilà. Appelez-moi d'ici 2 semaines pour me dire si ça s'est amélioré. Ok. Merci, docteur. En revanche, que s'est-il passé au garage? Le mécanicien a bien découvert la panne, mais il n'a jamais fait la recherche de la cause. Vous m'avez réparé les vitres. Et la panne s'est de nouveau produite quelques semaines plus tard. Et là, ça recommence à mal fonctionner depuis une semaine. Avec ce que j'ai payé la première fois. Franchement, non mais... Je comprends pas. Ici, on suit la méthode de ces étapes, la démarche. On commence par noter les symptômes. Ah, bonjour, Madame Leroy. Comment allez-vous? Bien. Quel bon vent vous amène? Ne me dites pas, vous avez un petit souci. Oui. Les vitres électriques. Depuis une semaine, elles fonctionnent mal, mais là, elles marchent plus du tout. Je vais m'occuper de vous tout de suite, hein? Voilà, je note ça. On va voir ça? Oui, effectivement. Et vous n'avez pas remarqué d'autres problèmes avec votre voiture? Non, pour ça, elle marche bien. Oui, je sais que vous faites régulièrement l'entretien. Enfin, un problème de lève-vitre, c'est plutôt gênant, surtout quand il pleut. Ah bah justement, j'ai l'impression que ça m'arrive surtout après une grosse pluie. Écoutez, on va vous arranger ça tout de suite. Vous remarquez ici, il a encore avancé quelques idées. Il a parlé, il a dit que les lève-vitres, ça devient un problème quand ils ne fonctionnent pas, surtout quand il pleut. Et elle a dit oui, donc elle a fait la remarque que ça arrive quand il pleut. Remarquez qu'est-ce qu'il va faire, il va noter ça sur son OR, c'est-à-dire l'ordre de réparation. Je peux vous appeler dans 1 heure? D'accord. Bon, bah alors à tout à l'heure. À tout de suite. Remarquez là, ce qu'il a écrit là. C'est lui à la fin. Ça arrive quand il pleut.
Donc ça, c'est important pour celui qui va faire le diagnostic. Maintenant, on va Le analyser les système données. est composé de plusieurs éléments. Chacun est Le indispensable. schéma électrique, on aura Ces besoin d'un défaillances schéma entraînent électrique souvent le et panne du de multimètre. l'ensemble. Dans notre cas, le système reçoit une alimentation 12 volts. Il a besoin aussi d'une masse. On vérifie l'alimentation 12 volts. Il On utilise vérifie la masse aussi. plusieurs contacteurs ou C'est interrupteurs, un circuit simple. un boîtier de commande, Des contacteurs, des des moteurs, boîtiers électroniques, des commandes. des fusibles. L'ensemble comporte aussi des conducteurs électriques, Et des conducteurs. ainsi que des connecteurs. Enfin, n'oublions pas le mécanisme des vitres. Maintenant, il est temps de localiser L'enquête la consiste panne. alors à tester un par un les différents éléments. Éliminer Un par équipement un. alimenté par le même circuit permet de faire le test de l'alimentation. Ce test nous permet donc d'éliminer, de s'assurer que la batterie fonctionne Vérification de la correctement. masse à l'aide d'un testeur de polarité. Voilà, avec un testeur de polarité ou de multimètre, on peut vérifier aussi la masse. C'est Les bon. contacteurs fonctionnent. Le contacteur maintenant. Avec un multimètre, ça donne la continuité, on peut vérifier. Le technicien C'est bon. accumule les points positifs et resserre ainsi le champ de son enquête. Le moteur fonctionne. Et les fils aussi, qui conduisent vers le moteur. Et même le mécanisme. Donc qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus alors à examiner que le boîtier. C'est le boîtier. Hop là. Vous voyez? La première fois, on n'a pas vérifié ça. Surtout quand il pleut. Là, c'est la panne. Ah, justement, j'ai l'impression que ça m'arrive surtout après une grosse pluie. Maintenant, on cherche à voir quelle était la cause. On va suivre la trace. Et on constate qu'il est humide. Il y a de l'eau qui coule et qui pénètre par cet endroit-là. Maintenant, on va éliminer la cause. Selon les cas, procéder à une remise en état par séchage, et vaporisation d'un Soit vous produit. pouvez réparer ou soit vous changez carrément l'élément de boîtier. Ou effectuer un échange. Là, c'est la vérification du système. Dans une station de lavage, tout va bien. Revoyons rapidement les 6 points clés de l'établissement du diagnostic, puis du dépannage. Notez les symptômes. Bien, montrez-moi ça. Analysez les données. Localisez la panne. Déterminer et éliminer la cause.
remédier à la panne. Vérifier le système. Rappelons par ailleurs que les systèmes complexes tels que injection, allumage, ABR par exemple, proposent un système d'autodiagnostic C'est ça ce que qui nous permet allons voir d'obtenir rapidement les données nécessaires au dépannage. concernant le diagnostic électronique et le moteur diesel et l'essence dans le programme. Enfin, et dans tous les cas, la consultation des brochures techniques et les différents documents d'information rapide permet d'acquérir une bonne connaissance des systèmes et d'effectuer la grande majorité des dépannages. Voilà, donc on a terminé la vidéo et notre séance, notre webinaire est intitulé Démarche de diagnostic en 6 étapes. J'espère que vous avez appris des bonnes choses. Voilà, donc je lis les commentaires, peut-être bien qu'il y a des questions. Si vous avez des questions ou des remarques à faire avant de passer. Le Hashmi, vous posez une question sur l'outil de diag. Les appareils de diag, on n'a pas parlé maintenant. On aura une séance sur l'utilisation de l'outil de diag. C'est là où on doit répondre, ou peut-être bien ça sera une conversation à part aujourd'hui, parce que là, on discute le thème des démarches de diagnostic en 6 étapes. Voilà, je vais donc vous proposer de vous revoir dans une demi-heure pour une classe virtuelle. Je vais vous donner un exercice sur lequel on va appliquer. Je vais le partager maintenant. Et vous allez l'imprimer si vous avez une imprimante et vous préparez des stylos en bleu, en noir et en rouge. On va tracer le circuit de l'acheminement du courant. Et pour détecter une panne, on va utiliser cette méthode-là, la démarche de recherche de panne en 6 étapes sur ce circuit-là. Je vais donc vous retrouver dans une demi-heure. Je vais vous envoyer maintenant dans vos mails, je parle de mes étudiants qui sont inscrits au projet TDA, le lien de la classe. Et vous pouvez aussi le trouver sur la plateforme Format Diesel on Learning dans la section 3. Diagnostic donc, des circuits électriques. Alors, si vous n'avez rien à rajouter, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci Rachid Mamri, notre professeur. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci Azouz. Oui, il y a William. Je vais vous donner le replay et vous allez le trouver sur la plateforme. Et je vais aussi le partager par mail avec vous, avec nos étudiants, bien sûr. Alors, il est 18h chez nous, donc ça doit être 19h. Rendez-vous à 18h30. Je vous en prie, Sinin, Yassine, merci. Merci, Yassine. À tout à l'heure. Allez, à bientôt.